Savez-vous ce qu'il faut faire en cas d'accident nucléaire? Bien, c'est une question très importante à laquelle on va répondre maintenant grâce aux experts du centre de crise, les experts du SPF Santé publique et les experts de l'Agence fédérale du contrôle nucléaire. Pour réagir de façon adéquate en cas d'incident ou d'accident nucléaire, il s'agit d'être très bien informé, de savoir comment les autorités vont réagir, mais également de connaître les bons réflexes en cas de situation d'urgence, de quoi vous protéger vous et votre famille. Alors qu'est-ce que le risque nucléaire? Tout le monde sait à peu près ce qu'est la radioactivité, mais qu'est-ce que c'est précisément et qu'est-ce que ça engendre? Et puis à partir de quel moment parle-t-on de contamination radioactive ou bien d'irradiation radioactive? On en parle. Radioactivité, je vais commencer directement à dire que c'est naturel, c'est omniprésent. On vit dans un monde radioactif. On est en permanence bombardé par de la radioactivité qui vient de l'espace, qui vient de la croûte terrestre, c'est toujours là. Et c'est là depuis que la Terre a été créée, il y a 4 milliards d'années, ça a toujours existé. Non, radioactivité, on peut aussi le faire de façon artificielle, on peut faire ça dans les réacteurs nucléaires, évidemment, mais aussi dans ce qu'on appelle les accélérateurs de particules. Donc, type cyclotron, on peut aussi produire de la radioactivité artificielle. Quand est-ce qu'on parle d'une situation d'urgence radiologique? Mais quand il y a un accident dans un de ces sites nucléaires qu'on vient de mentionner, ou pendant la production de radioisotopes, donc là on parle plutôt pour un site comme l'IRE, quand ils sont en train d'extraire les isotopes pour des applications médicales, s'il y a quelque chose qui tourne mal à ce moment-là, il y aura une partie de cette radioactivité qui sera relâchée en dehors du site. Et ça peut être aussi durant le transport de produits radioactifs. Je dis, les hôpitaux, ils en utilisent tous les jours. Il y a des centaines de transports de ce genre tous les jours. Il y a des accidents. Et effectivement, un accident de route avec une camionnette qui transporte des produits radioactifs, c'est pas quelque chose qui est tellement inimaginable, ça peut arriver. Maintenant, les quantités qui sont transportées sont en règle générale très faibles et ça donnerait jamais, ou vraiment pour des petits transports, jamais le plan d'urgence nucléaire serait déclenché pour ça. Qu'est-ce qui peut arriver si jamais il y a un accident dans ce genre d'installation? Mais il y a un rejet de produits radioactifs, donc on parle d'un nuage radioactif. Dans ce nuage, on va trouver toute une série de produits radioactifs qui se trouvent dans l'installation. En général, on divise ça en 3 groupes. Un premier groupe qu'on appelle les gaz rares, un deuxième groupe qu'on appelle les iodes, et un troisième groupe qu'on appelle communément des aérosols. Maintenant, les gaz rares, là, on ne sait rien y faire, c'est un gaz qui interagit avec rien. Donc, quand c'est un gaz radioactif, il va nous irradier, mais une fois qu'il est passé, voilà, il n'y a plus rien. Le iode, par contre, c'est notre paire de manches, parce que les iodes ceux qui sont radioactifs, vont être absorbés facilement par notre corps. Parce que notre corps est vraiment, le moindre iode qu'elle peut capter, elle va le faire. Donc si c'est du iode radioactif qui passe, le corps va le prendre. C'est pour ça que les comprimés d'iode rentrent en jeu, mais là, ça sera Paul qui va vous expliquer ça beaucoup plus en détail par après. Et puis, il y a les aérosols, c'est des particules radioactives. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer quand il y a un nuage comme ça qui passe? Donc, il y a différentes voies par lesquelles on peut être affecté par la radioactivité dans ce nuage. Ça peut être, premièrement, une irradiation externe, donc des produits radioactifs qui émettent leur rayonnement, qui touchent notre corps, et on subit les conséquences de ces rayonnements. Donc ça, c'est une première voie d'exposition. Deuxième, c'est une contamination en interne de notre corps, parce que nous sommes des humains, on doit respirer. Bloquer sa respiration, sauf des champignons en apnée, ils arrivent pas plus qu'une minute 30 à le faire. Le nuage est encore là après ça, donc on va, via inhalation, on peut se contaminer en interne, donc on va avoir des produits radioactivité à l'intérieur de notre corps, via l'inhalation. Maintenant, des produits radioactifs dans le nuage ne restent pas dedans.
ils vont retomber par terre au fur et à mesure du temps. Maintenant, s'il y a une bonne drache, une bonne pluie, ça va accélérer ce dépôt, parce que la pluie va vraiment laver le nuage et va faire descendre les produits radioactifs beaucoup plus vite. Donc on parle d'un dépôt sec ou un dépôt humide, en fonction s'il pleut ou il pleut pas. Et donc avec ce dépôt aussi, on peut de nouveau se contaminer en externe cette fois-ci, parce que si on se promène dehors quand il pleut et qu'il y a les produits radioactifs dans la pluie, mais on va avoir la radioactivité sur nos vêtements, sur nos cheveux, notre peau, etc. Aussi, on va avoir de nouveau une irradiation externe, parce que les produits radioactifs sont maintenant par terre et pas uniquement dans l'air. Et si on continue à manger ce qu'on est en train de cultiver nous-mêmes, on va aussi se contaminer en interne via ingestion. Donc, vous voyez, il y a différentes voies d'exposition à la radiation. L'objectif des mesures de protection dans un plan d'argent, dans une planification d'urgence nucléaire, est de limiter, voire éliminer une ou plusieurs de ces voies d'exposition. Alors que font les autorités? Le risque nucléaire, il existe, il est là. Les autorités font tout pour le réduire au maximum. Mais quelles actions sont entreprises au quotidien pour prévenir les accidents nucléaires? Et quelles mesures seraient prises en cas d'incident nucléaire? On va répondre tout de suite à ces questions avec nos experts. Le plan d'urgence a été créé en 1991. C'est vraiment un plan qu'on active dans des cas très précis et plutôt graves d'ailleurs, et de façon très très rare. Ce plan d'urgence a été rénové en 2017 et 2018. Pourquoi? Et qu'est-ce qui change par rapport à avant dans ce nouveau plan d'urgence 2.0? Alors, ça marche? On m'entend bien? Oui. Non. Non? Ben voilà. Si vous m'entendez pas, vous faites signe, n'hésitez pas. Un plan d'urgence, c'est quoi? Ben c'est le plan d'action des autorités pour pouvoir réagir le mieux possible s'il se passe un incident. Et ici, c'est le plan d'urgence nucléaire, donc c'est lié à tout ce qui est incident nucléaire. Et ce nouveau plan, ben, qu'est-ce qu'il amène? Ben, il veut partir de ce qui a été fait en 91, ce qui a été fait en 2003. Il y a eu une première mise à jour en 2003. Et il a voulu aller plus loin, parce que depuis 91, depuis 2003, il y a eu de l'expérience qui a été accumulée par les différents acteurs de la sécurité, les pompiers, les policiers. Il y a aussi des incidents qui se sont déroulés, comme Fukushima, comme l'IRF Fleurus en 2008. Il y a eu des exercices, et sur base de tout ça, eh bien, on a tiré des conclusions, et on s'est dit, voilà, comment est-ce que maintenant on peut aller plus loin? Et je peux donner peut-être quelques exemples de ce qu'on retrouve dans ce plan qu'il n'y avait pas avant, et vous en avez entendu beaucoup parler, c'est le fait que maintenant toute la Belgique est invitée à aller chercher des comprimés d'iode. Si on habite dans un rayon de 100 km autour d'une centrale nucléaire, on est concerné par les comprimés d'iode, c'est-à-dire toute la Belgique, moins quand même quelques rues de la ville, de la commune d'Antoin, qui, par chance, ne sont pas situés à moins de 100 km d'une centrale, donc eux n'ont pas droit aux comprimés ou quand même? Non, ils peuvent quand même aller en chercher. Oui. Et c'est quelques rues d'Antoin. Pour le reste, toute la Belgique est dans un périmètre de 100 km autour d'un site nucléaire. Oui. Certains par rapport à un site comme Borssele aux Pays-Bas d'ailleurs. Oui, ou de Gravelines, voilà. Ou de Chaux. Donc on ne prend pas uniquement en compte dans les plans d'urgence des autorités les sites belges. On ne s'arrête pas aux frontières, on regarde les conséquences que peuvent avoir les sites voisins également. Une autre avancée dans ce plan, c'est qu'on a poussé plus loin aussi la collaboration avec les autorités locales. Avant, le plan d'urgence nucléaire, c'était un petit peu, s'il se passe quelque chose au niveau nucléaire, c'est le fédéral qui gère, et puis les communes, elles appliquent, et elles n'ont pas d'initiative à prendre. Maintenant, dans ce nouveau plan, comme le travail s'est déjà bien déroulé dans la préparation, dans le test du plan qui existait déjà, eh bien on va plus loin et les autorités locales ont une initiative pour appliquer certaines mesures, pour aller plus loin sur, par exemple, l'ouverture d'un centre d'accueil ou l'information très ciblée à leurs citoyens. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été ajouté au nouveau plan. En gros, quand on active le plan d'urgence, eh bien on réunit l'ensemble des acteurs de la sécurité. On va avoir, pour caricaturer, une salle de réunion dans laquelle on va avoir un policier, un pompier, un médecin, quelqu'un de la santé publique, quelqu'un de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, de l'AFSCA, et tout le monde va
réfléchir à ce moment-là, on agit surtout, mais agir ensemble pour gérer la situation et pour ne pas marcher sur les pieds des autres. C'est un peu comme lors des attentats, donc c'est une grande table ronde, même physiquement elle existe, où toutes les autorités se réunissent avec le contact avec la commune qui se fait lui téléphoniquement. Avec la province et avec la commune. La province également qui intervient. Donc Bialert, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux autorités d'envoyer des SMS, mais d'envoyer aussi des messages vocaux, d'envoyer des mails, et des coups de téléphone sur ligne fixe également, ou des messages sur ligne fixe? Oui, tout à fait. Donc ça vise ligne fixe, GSM, parce que la nuit, beaucoup de GSM sont débranchés, et il y a plusieurs moyens de l'utiliser. Donc, Bialert, il y a moyen de recevoir un message, même si on n'est pas inscrit, donc un message géolocalisé, et là ce sera un SMS, mais il y a moyen aussi de recevoir un message en s'inscrivant, et en fait, s'inscrire est vraiment très intéressant pour 3 raisons. La première, c'est que, comme je disais, le SMS géolocalisé, c'est uniquement des SMS, donc ce ne sera pas des messages vocaux. S'inscrire, ça permet de mettre un téléphone fixe. Ça permet aussi de mettre plusieurs téléphones. On peut dire, voilà, j'ai mon téléphone fixe, j'ai mon téléphone mobile, et j'ai encore un 3e téléphone du travail, par exemple. Ça permet aussi de mettre plusieurs adresses, mettre l'adresse de sa maison, de son travail, l'adresse d'une seconde résidence, l'adresse d'un parent qui est peut-être un peu plus fragile. Et ça sert à quoi de mettre ma seconde résidence si je suis dans le sud de la France? Je m'en fiche de savoir qu'il y a une catastrophe chez moi à Charleroi. Oh, eh bien, je crois que tout le monde n'est pas de cet avis-là pour ce qui s'est passé à Charleroi, puisque comme l'alerte a été envoyée aussi aux gens qui étaient inscrits, eh bien, les gens qui étaient au travail, par exemple à Bruxelles, ont reçu un message comme quoi chez eux, il n'y avait plus d'eau et qu'ils pouvaient aller chercher de l'eau à tel endroit. Donc, quand ils sont rentrés chez eux... Ils l'ont anticipé. Voilà, ils ont fait le crochet d'abord par exemple, la caserne de pompiers où il y avait des berlingots d'eau. Mais donc, si on prend le cas d'un incident nucléaire, évidemment, on ne va pas juste envoyer un mail. Surtout que la nuit, moi, mon GSM, il est débranché, donc vous m'envoyez un SMS à 2h du matin, je vais pas l'entendre. Non, donc c'est pour ça que ce que font les autorités quand ils veulent avertir la population, c'est qu'ils vont pas juste choisir un canal, c'est qu'ils vont prendre tous les canaux à leur disposition pour essayer de toucher un maximum de personnes. Donc s'il se passe un incident nucléaire, eh bien on utilisera les SMS géolocalisés pour toucher même ceux qui ne sont pas inscrits et qui sont juste de passage dans la zone. On va utiliser les appels sur les téléphones fixes, et ça marche aussi la nuit. On va utiliser les véhicules d'intervention des secours qui peuvent passer avec leur haut-parleur, parce que la première alerte, c'est souvent ça, ce sont les services de secours sur le terrain, pour un problème d'incendie par exemple, qui vont alerter les voisins en leur demandant de fermer portes et fenêtres. La meilleure manière de se protéger en cas d'accident nucléaire, c'est de rester à l'intérieur d'un bâtiment ou d'y aller très vite. Mais comment cela doit-il se passer? Et comment consommer les comprimés d'iode? Ce sont des questions pour nos experts. Une leçon qui est vraiment très importante à retenir de ce soir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un incident ou quand les autorités donnent la recommandation de rester à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment important. Et comme Simon l'a déjà dit, c'est la même chose pour un produit toxique. C'est peut-être un peu un reflet naturel. Et quand il y a quelque part un fumée, un incendie, on veut voir ça. Peut-être on a déjà le reflet de fermer les fenêtres quand on sent qu'un agriculteur est en train de pulvériser contre les mauvaises herbes ou contre les maladies de plantes. Mais à part ça, quand il y a des greffes, on brûle les pneus, on se met autour. Donc, donc, une leçon qui est très importante quand il y a un danger, quand on donne le conseil de rester à l'intérieur ou d'aller à l'intérieur, ça c'est vraiment très important. Fermer les fenêtres, aussi couper les systèmes de ventilation et bien écouter ce que les autorités vont dire. En effet, un danger nucléaire, on ne va pas le voir, on ne va pas le sentir. À l'intérieur, et quelque part au milieu, pas tout près des fenêtres. Donc, quand on est encore protégé par des murs, des plafonds, c'est mieux, ça donne plus de protection. Vous avez vu dans la première présentation, dans le nuage, il y a des différents isotopes. Si on
pouvait faire quelque chose de manière préventive pour tous ces isotopes, je pense qu'on le fera. Hein? Mais c'est pas le cas. Hein? Dès lors, l'importance de se mettre à l'abri. En ce qui concerne le iode radioactif, là, il y a une mesure préventive supplémentaire. On a tous normalement, enfin, on a reçu une glande thyroïde, peut-être il y a des personnes qui sont opérées, mais on a tous une glande thyroïde qui se trouve ici, donc un petit organe. Et cette glande thyroïde a besoin de l'iode pour fonctionner, pour produire des hormones thyroïdes. Normalement, la glande va chercher ça dans notre nourriture, dans le lait, dans les poissons, et aussi dans l'air. Et par exemple, quand on habite près de la mer, on est mieux protégé parce qu'il y a plus de l'iode dans l'air que quand on habite en Suisse, par exemple. Donc, la glande thyroïde est toujours en train de chercher ce iode. Quand il y a une exposition possible à l'iode radioactif dans un nuage, à ce moment-là, la glande thyroïde va être contente et prendre tout ce iode radioactif. Donc, pourquoi est-ce qu'on distribue les comprimés d'iode? Une fois, pour vous donner l'occasion, quand il y a une exposition possible, de vous protéger. Et de l'autre côté aussi, pour être cohérent avec la première mesure de rester à l'intérieur. Donc c'est pour ça que maintenant, on distribue ces comprimés d'iode pour tout le pays, pour la population de tout le pays, c'est-à-dire autour de Fleurus, il y a une zone de 10 km où la stratégie de distribution reste la même qu'en 2010-2011. Ça veut dire tout le monde qui habite là-bas et aussi les collectivités, ils doivent, quand même c'est un conseil fort, ils doivent s'approvisionner des comprimés de iode. Dans le nouveau plan, on a dit, on va distribuer ça dans tout le pays, donc dans les zones de 10 km ou 20 km, même stratégie qu'auparavant. Mais maintenant, pour tous les pays, on parle aussi des groupes cibles. Donc là, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est surtout pour les jeunes enfants, les adolescents, les femmes enceintes et la femme qui allaitent. Et pourquoi? Deux raisons. Ces gens-là, ils habitent plus loin d'un site. Mais de l'autre côté, après l'incident de Tchernobyl, on a constaté qu'on a un peu sous-estimé les mesures qu'on avait appliquées auparavant. Et donc on a vu que surtout les enfants sont, on peut dire, à haut risque pour développer un cancer de la glande thyroïde. Et on l'a déjà dit au début, quand on est plus âgé, ces cancers, on peut mieux les traiter, mais quand ce sont des enfants qui développent un cancer de la glande thyroïde, ce sont des carcinomes, des cancers assez agressifs qui vont aussi métastaser dans le corps et qui sont très difficiles à traiter. Donc on a vu qu'il y a quand même des grands avantages de faire cette prédistribution. Donc j'ai dit il y a des groupes cibles, donc dans le nouveau plan, et là on conseille aussi que les collectivités de ces groupes cibles s'approvisionnent
des comprimés de iode. On a parlé des écoles. Ces comprimés, vous pouvez normalement les obtenir chez votre pharmacien habituel. C'est gratuit. Dans une boîte, il y a 10 comprimés. Et on peut les diviser en 4 parce que la dose est différente. Un bébé, c'est un quart. Pour les adultes, c'est 2 comprimés. Et ce qui est très important, c'est que sur la boîte, c'est pas la date de péremption, c'est la date de production. Et donc, normalement, la plupart des personnes ici présentes, je pense, vous avez les comprimés de 2010-2011. Et là, donc, c'est une date, je pense, octobre 2010. Donc, ça reste valable. Et combien de temps ça reste valable alors? Pendant 10 ans, c'est ce que ça a été garanti par le producteur. Et après ces 10 ans, on va tester les lots pour voir si ça reste valable. Mais les études scientifiques actuellement nous disent que probablement ça reste 20 ou même une trentaine d'années valable. Mais il faut le garder dans un endroit sec, le blister fermé, protégé contre lumière. Et comme on l'a déjà dit, naturellement, après 5 ans par exemple, savoir où vous l'avez mis. À partir d'un certain âge, on ne va en général pas conseiller de prendre des comprimés d'iode parce que la possibilité d'avoir des troubles ou un traitement, ça augmente. De l'autre côté, on sait aussi que le risque de cancer, ça diminue fortement. Et on sait que quand on donne, parce que 2 comprimés d'iode, ça veut dire quand même 100 mg, quand on sait que la quantité dont on a besoin par jour, c'est 1000 fois moins. Donc c'est quand même une quantité forte qu'on prend. Ça peut donner des troubles supplémentaires de la fonction de la thyroïde. Dans le pire des cas, ça peut donner un infarctus. Donc quand on le conseille pas, il faut pas le faire, et en général, après un certain âge, on ne va pas le conseiller. Quand est-ce qu'il faut prendre les comprimés? Bien, la réponse, vous le connaissez. Donc, quand les autorités le recommandent, et seulement à ce moment-là, et les autorités vont tenir compte avec l'estimation de l'exposition. Les animaux producteurs de denrées alimentaires, évidemment, ils font partie aussi du plan d'action. Donc, ils seront, on va informer les agriculteurs de mettre les animaux dans l'étable, à l'abri, voilà, et de fermer les fenêtres. S'il y a de la ventilation, de couper la ventilation. Et donc, on va suivre. Donc, si c'est un animal producteur de viande, on ne va pas le conduire à l'abattoir immédiatement, on va attendre le délai, et si c'est du lait, là, malgré tout, il faudra quand même traire l'animal, et on va suivre de manière régulière la production de lait pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque pour la santé du consommateur. Aussi, je vais vous rassurer d'une manière générale, à l'AFSCA, on fonctionne sur base d'analyse de risque, et on sait que tous les abats, les rognons, les reins, etc., sont des parties qui sont consommées et qui sont plus vite contaminées. Donc, c'est les premières choses qu'on va analyser dans un animal. À l'abattoir, c'est ce qu'on prend en premier lieu, et aussi dans les rayons, si on fait des analyses sur les métaux lourds, on va plutôt privilégier l'analyse d'un abat que de la viande.